ensuite les oppressions qui se commettent sous le soleil, et voici les opprimés sont dans les larmes, et personne qui les console. Ils sont en butte à la violence de leurs oppresseurs, et personne qui les console. Et j'ai trouvé les morts qui sont déjà morts plus heureux que les vivants qui sont encore vivants, et plus heureux que les uns et les autres, celui qui n'a point encore existé et qui n'a pas vu les mauvaises actions qui se commettent sous le soleil. Ecclésiaste chapitre 4, versets 1 à 3. J'ai vu tout cela et j'ai appliqué mon cœur à tout ce qui se fait sous le soleil. Il y a un temps où l'homme domine sur l'homme pour le rendre malheureux. Alors je vis de méchants recevoir la sépulture et entrer dans leur repos, et ceux qui avaient agi avec droiture s'en aller loin du lieu saint et être oubliés dans la ville. C'est encore là une vanité. Parce que sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur du Fils de l'homme s'est rempli en eux du désir de faire le mal. Ecclésiaste chapitre 8, versets 9 à 11. Bonjour, me voici dans le cadre de cette tribune intitulée Les Trois Nègres, dans lequel nous essayons d'établir le lien entre la passivité maladive de l'Africain et son complexe d'infériorité face à tout le peuple du monde, ainsi que le voies et moyens. Nous préconisons les pistes pour comment en sortir. Dans les deux premières parties, nous avons vu comment la traite des Noirs a commencé, quels en ont été les ravages et comment ça s'est terminé. La traite des Noirs était finie déjà en Amérique, en France et partout dans le monde. L'esclavage n'existait plus. Nous avons vu que les ravages de la traite des Noirs a permis de chosifier la personne humaine, en l'occurrence le noir, le négro africain. L'Africain était devenu comme un objet, l'Africain était devenu un esclave mental. Et c'est à cause de la persécution, à cause de tout ce qui s'est tramé en Amérique, le blanc essayait de réduire les esclaves, les noirs en esclavage, de les opprimer sans outre mesure. Et puis, cela a suscité les nègres marrons qui se sont opposés et le blanc a suscité un autre groupe de gens pour essayer de contrer l'action des nègres marrons. Mais vous allez me poser la question. Si les Africains qui ont été déportés en Amérique ont connu ces atrocités, c'est tout à fait normal. Mais pourquoi les Africains qui sont ici sur le continent continuent à reproduire les mêmes problèmes et ils se soumettent encore plus que les Africains d'Amérique, alors que les Noirs d'Amérique ont vraiment connu la persécution, ont vraiment connu l'esclavage. C'est tout à fait naturel qu'ils puissent développer ce genre de réaction. Mais pourquoi les Africains qui sont restés ici au pays? Ils n'ont pas été déportés, ils n'ont pas perdu leur nom, ils n'ont pas perdu leur culture, ils ont gardé leur langue, ils ont continué de pratiquer leur culte et on n'a pas beaucoup effacé leur mémoire. Ils étaient allés chez eux. Mais pourquoi? Et puis, on ne les a pas amenés en esclavage, comme je le dis. Mais pourquoi ces Africains se sont couchés encore davantage, plus que même? Aujourd'hui, lorsqu'on voit un Africain d'Amérique, donc un Noir américain, qu'il soit brésilien et colombien, surtout américain, on sent qu'il a un élan de révolte. Ce sont des gens qui relèvent la tête. Mais l'Africain est complètement couché. Et l'Africain n'est pas couché que face à l'occidental. L'Africain est couché face aux Chinois, face aux Libanais, face à l'Indien, face aux Pakistanais, face aux Français, face aux Belges, face à tout le peuple. Et je parie que même les peaux rouges, qui ne comptent pas beaucoup dans le concert des nations, lorsqu'ils arrivent en Afrique, ils arriveront à dominer les Africains parce que l'Africain a été formaté de façon à se croire être le dernier qui soit sur cette terre. La personne, c'est la proie la plus facile. Vous savez, comme dans la compétition, ces équipes qui sont battues par toutes les autres,
des équipes qui ne gagnent pas, des compétiteurs qui ne prennent même pas un point, qui sont des réservoirs de points pour les autres. L'Africain, c'est un peu comme ça. Mais comment cela se fait-il? Et c'est ce que nous allons tenter de répondre dans cette troisième partie. Premièrement, le grand problème, comme je vous l'ai dit, dès la première partie, c'est que la question de l'esclavage du noir n'a pas été vidée. Nous ne faisons que changer de forme, mais nous gardons le même fond. C'est toujours la domination et l'écrasement qui continuent. Au départ, les Européens sont venus nous capturer. Avant, c'était les Arabes qui nous ont capturés. Donc, nous étions déjà dans une position de faiblesse devant ceux qui venaient nous envahir. Mais la traite arabe est déjà finie. Aujourd'hui, nous parlons de la traite négrière qui a été opérée par les Européens et dont les stigmates continuent jusqu'à aujourd'hui. Les Occidentaux sont venus nous capturer. Ils nous ont réduits en esclavage. Ils nous ont persécutés. Ils ont établi un rapport de classe dans lequel nous, on est en dessous et eux au-dessus. Ça s'est passé en Amérique. Mais finalement, eux-mêmes, après avoir aboli l'esclavage, ils ont simplement changé de forme et ils ont maintenu la persécution. Au lieu d'amener les Africains en Europe, maintenant, ils restent ici. Ils maintiennent les Africains ici et ils viennent nous dominer sous forme d'un autre esclavage qu'ils appellent la colonisation. Au départ, on ne demandait pas la vie des Africains quand on les capturait pour les amener en Amérique. Cette fois-ci, on n'a pas demandé la vie des Africains pour venir morceler leurs États. Essayez un peu de voir cette carte. Vous allez voir que beaucoup de royaumes sont morcelés. Je cite l'exemple de nos royaumes ici. Nous avons le royaume Congo. Le royaume Congo, ça occupait à peu près cette partie. Donc, le nord de l'Angola, l'ouest du Congo RDC, et puis le sud du Congo-Brazzaville, ça pouvait aller jusqu'au Gabon. Mais vous allez voir que le royaume Congo a été morcelé en 4 États. En 4 États, partagés par l'Angola qui était portugaise, le Congo RDC qui était belge, le Congo-Brazzaville et le Gabon qui étaient françaises. L'Empire Lunda, c'était cette partie. Ce que vous voyez là, et ça a été morcelé entre 3 États. L'Angola, la RDC et la Zambie. La même chose aussi avec l'Empire Tchokwe. Et ne parlons pas de l'Empire du Mali qui englobe toute cette partie. Donc, on n'a pas tenu compte des Africains. C'était déjà le premier rapport de force. Avant, on venait vous capturer. Maintenant, on vous dit que nous prenons possession de vos terres et vous n'avez qu'à nous obéir. Et à partir de là, puisqu'il fallait établir un rapport de force. Le rapport de force s'était fait à la verticale. Il fallait qu'il y ait une différence entre le colonisateur et le colonisé, comme de la même façon qu'il avait la différence entre le maître et l'esclave. Aujourd'hui, quand les Blancs sont arrivés, surtout chez nous, nous qui avons été colonisés par des Belges et des Belges qui parlaient français, bon, on ne nous a pas appris à parler flamand, c'était des rapports. On nous enseignait, ils nous parlaient français. Lorsqu'ils sont venus, ils nous ont imposé une hiérarchie. Les Belges sont venus nous dire que eux sont nos modèles. Donc, les colonisateurs, le blanc, c'est le modèle du noir. Voilà pourquoi nos ancêtres, prononçant très mal le terme, au lieu de dire modèle, 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 donc ils nous ont intériorisé que nous n'avons pas de personnalité, nous ne valons rien. Si nous voulons vivre, nous devons copier leur modèle. Ils sont nos modèles. Voilà pourquoi nos ancêtres les ont appelés Mundele. Au lieu de dire modèle, modèle, Mundele. Et c'est passé dans la langue. Et comme eux sont nos modèles, ils nous appelaient, ils appelaient nos ancêtres des singes. Voyez un peu, c'était un rapport de domination, un rapport de mépris, un rapport de manque de considération, manque d'égard. Vous venez coloniser les gens, vous les appelez des singes. Et lorsque le blanc appelait le nègre, il disait « mon singe, viens, mon singe, toi tu es mon singe, toi tu es mon singe ». Et nos ancêtres, prononçant très mal le mot en français, au lieu de dire « mon singe », nos ancêtres ont dit « moussendi ». Donc, ils ont accepté que eux sont des Basendi.
Donc, les Noirs ont accepté que nous sommes des Basendi et les Blancs sont des Mundele, donc des modèles, et nous, on a accepté que nous sommes des singes. Cela ne peut arriver que lorsqu'il y a un grand conditionnement mental, un esclavage mental qui a ancré ses racines de façon à ce que la personne en question ne puisse même pas revendiquer ses droits. Et c'est dans ce contexte que nous avons évolué. Déjà, à partir de cette terminologie, vous comprenez que les choses sont déjà faites et puis le rapport de force sont déjà établis. Et ce n'était pas qu'imposer. Le grand problème, c'est que le blanc peut venir nous imposer. Nous avons dit que l'esclavage, ce n'est pas dans le fer qu'on porte au poignet, mais c'est plutôt dans l'acceptation de la servitude imposée. Si quelqu'un vient vous réduire en esclavage, vous pouvez avoir le main lié, vous pouvez être enchaîné, mais si vous refusez dans votre tête, vous ne vous serez pas l'esclave dans votre tête. Même celui qui vous a servi saura que vous n'êtes pas son esclave. Je donne l'exemple de Kunta Kinte, il a été frappé, les nègres marrons, on les connaît. Ils étaient, même si ils étaient traqués, mais le blanc savait très bien qu'il ne le maîtrisait pas. Mais lorsque quelqu'un vient, même s'il ne vous enchaîne pas, mais vous-même vous adoptez l'esclavage qu'il vous a apporté, donc vous êtes pire qu'un esclave enchaîné. Par exemple, vous vous rendez compte que nous-mêmes, on a fini par adopter ces mots de Basendi au point que nous avons baptisé le sel que nos ancêtres fabriquaient. C'était le sel qui était utilisé comme des médicaments. Ça avait beaucoup de vertus, ça guérissait beaucoup de malades. Nous les avons appelés Mungwaya Basendi. Mungwaya Basendi, c'est pour dire le sel des singes, le sel des indigènes. Et qui sont ces indigènes et qui sont ces singes? Ce sont nos ancêtres, les Noirs. Donc nous, les Noirs, nous sommes des Basendi, nous sommes des indigènes, nous fabriquons notre sel et que le sel du blanc, on l'appelait simplement mongwa. Donc cela veut dire que ce que le blanc nous a mené, c'est bon. Et cette dépendance-là, ce complexe d'infériorité-là, cette passivité, ces rapports de force à la verticale sont restés comme tels et ça n'a pas bougé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Africain peut avoir une connaissance. Je vous ai cité l'exemple de Diego Cao qui vient dire « J'ai découvert l'embouchure du fleuve Congo pour vous ». Je vous ai cité l'exemple du père Placide Tempels qui est venu écrire la philosophie bantou chez nous en étudiant nos populations alors que nous-mêmes, nos ancêtres, n'étaient même pas en mesure d'expliquer, de populariser cette bantou parce que ce sont nous qui sommes les dépositaires de ces valeurs. Quelqu'un d'autre pourrait venir écrire, doit apprendre de chez nous. C'est nous qui devons lui enseigner. Mais comment se fait-il que quelqu'un qui vient de loin d'Europe et il nous enseigne notre propre philosophie et on l'accepte? Voilà le rapport hiérarchique, comment est-ce que ça a transformé le noir. Et cette question d'esclavage ne s'est pas matérialisée simplement. Cet écrasement, ce n'était pas que dans le mot, non. On a continué d'appliquer le même traitement. On a continué d'appliquer le même traitement au noir, d'asservir le noir, de persécuter le noir de la même façon qu'on le persécutait en Amérique. Donc on a simplement transféré le fouet de l'Amérique en Afrique. Lorsque les colons sont venus, pour faire la différence, ils ont créé des classes sociales. Eux, c'était le blanc, nous, on était des indigènes. Chez nous, dans la colonie belge, il fallait gravir les échelons. Il fallait faire un effort pour être appelé, évoluer et plus tard immatriculé. Donc, c'est qu'on n'était pas logé à la même enseigne entre le blanc et le noir. Il y avait toujours un clivage. Le blanc était au-dessus, les Basendi, donc les singes, étaient en dessous. Et lorsqu'un singe faisait un effort, on lui accordait un statut intermédiaire qui rappelait le nègre de service. Donc on l'élevait, on en faisait un immatriculé, un évolué. Et quels étaient parmi tant d'autres les critères pour être évolué? Il fallait savoir manger à table, utiliser la cuillère et la fourchette, il fallait savoir parler français, il fallait savoir lire. Donc des choses un peu qui faisaient que l'Africain, pour devenir évolué, doit régner sa culture. Moi, je sais très bien que chez nous, on mange à la main. Ce n'est pas un problème. Les Chinois et les Japonais mangent avec des baguettes. Ça ne pose aucun problème. Les Occidentaux mangent avec des cuillères et des couteaux. Ça ne pose pas de problème. Les Arabes, souvent, ils mangent en famille, en groupe, surtout le Ouest africain, parce que moi, je connais le Ouest africain qui sont des confessions musulmanes. Peut-être que les Arabes ne mangent pas comme ça, mais le Ouest africain, ils mangent en famille
une grande assiette, ils mettent de la nourriture dedans et tout le monde met la main, plonge la main. C'est leur façon. Dolbach est venu dire que non, nous, il n'y a qu'une seule culture, c'est la culture européenne. C'est Balanche qui va essayer de corriger en disant chaque peuple a sa culture. Mais quand les Européens sont venus, les idées de Balanche ne faisaient pas encore école. C'était le baron de Dolbach qui prônait qu'il n'y a qu'une seule culture. Et Jules Ferry a récupéré cette situation en disant que il est de devoir divin que ceux qui ont la culture supérieure puissent aller civiliser ceux qui sont sans culture. Et Jules Ferry, qui était le ministre de l'Éducation en France pendant la Troisième République, c'est lui qui a justifié le fait qu'il a d'abord institué l'éducation, l'enseignement obligatoire en France, mais c'est lui aussi qui a lancé ce mouvement d'aller civiliser les nègres, les singes qui sont en Afrique, surtout dans les colonies françaises. Donc, lorsqu'ils sont venus, voyez déjà, ils viennent avec des a priori, ils viennent déjà avec un complexe de supériorité. Ils nous regardent d'en haut et ils viennent avec une position de dominance en disant que vous n'avez pas de culture, vous n'existez pas. Tout ce que nous allons faire de vous, on va balayer tout ce que vous avez, nous allons vous imposer nos valeurs. Donc, c'est ce qu'on appelle la culturation. Si les Noirs qui étaient pris en Afrique, qui étaient amenés en Amérique, étaient acculturés simplement parce qu'on les a amenés dans une terre qui n'était pas la leur. Mais nous sommes ici chez nous. Nous avons nos valeurs, on vient nous acculturer ici et on accepte simplement parce que nous nous sentons toujours faibles, nous nous sentons toujours comme des gens qui ne comptent pas. Et ce rapport de force a fait que déjà à partir de la colonie, de l'esclavage, l'homme noir regardait toujours le blanc qui se trouvait au-dessus. Il prenait le blanc comme étant le maître, comme étant le dieu. Et ici en Afrique, l'homme noir, le colonisé, regardait avec les travaux forcés, avec la chicotte, avec le travail harassant comme l'avait rappelé Lumumba, avec tout ce qu'on faisait. Et chez nous, le roi Léopold II allait même jusqu'à couper la main aux nègres, simplement à cause du travail forcé. Lorsqu'ils n'arrivaient pas à remplir leur quota, on leur coupait la main. Si vous vous rappelez, je vous ai dit, pendant l'esclavage, le maître pouvait demander à un nègre de cultiver 1 hectare en une journée. Il savait très bien que ce n'était pas possible, ce n'était pas pratique qu'un être humain puisse cultiver 1 hectare en une journée. Et même lui-même savait qu'il ne saurait pas, il n'y arriverait pas. Mais il l'imposait simplement pour démontrer qu'il était le maître et qu'il avait le droit de lui imposer tout ce qu'il voulait et que l'autre n'avait qu'à exécuter. Quitte à mourir d'épuisement, c'était son affaire, à exécuter et que s'il n'exécutait pas. Or, le petit prince, lorsque vous lisez Saint-Exupéry, le petit prince disait: je n'aime pas qu'on désobéisse à mes ordres, mais pour que tout le monde, pour que tous mes sujets obéissent à mes ordres, je donne des ordres qui seront exécutables. Par exemple, je ne peux pas demander à mes sujets de s'envoler comme des oiseaux parce qu'ils ne le feront pas. Je leur demanderai de faire ce qu'ils feront. Mais là, à l'inverse, le maître blanc demandait aux nègres de faire ce qu'ils ne sauront pas faire, simplement pour justifier le fait qu'ils le punissent, qu'ils le fouettent. C'était la même chose ici avec la colonie belge, l'État indépendant du Congo, le Congo belge. Donc le roi Léopold II, bon, qui n'est pas arrivé ici en Afrique, mais ses lieutenants, ses administrateurs agissaient à son nom et ils sont venus imposer un quota. Ils disent, vous les nègres, je donne un exemple, vous allez produire 20 kilos de caoutchouc. Sachant que c'était impossible, mais ils l'ont quand même imposé. Et le noir, malgré tous les efforts qu'ils allaient fournir, ils n'allaient jamais arriver à produire 20 kilos de caoutchouc. Sur ce, comme ils ne seraient pas en mesure, ils produiront peut-être 5 kilos, 10 kilos. Et comme ils ne seront pas en mesure de produire ce qu'on leur a demandé, et le maître, le colonisateur, pour leur montrer que c'est lui qui fait la loi, c'est lui qui est Dieu, et que c'est lui qui a le pouvoir de vie ou de mort, il leur coupe carrément les bras. Et il y a eu de mains coupées, des bras coupés, il y en a eu qui sont morts. Et on essayait un peu, lorsqu'on invente un vaccin, on venait l'expérimenter sur les nègres. Et avec les études qui sont publiées récemment, ce sont même les mêmes laboratoires en Europe qui disent que les essais de vaccination en Afrique ont été désastreux. Et que ça a causé beaucoup de ravages. Ça a décimé beaucoup de populations. Mais en fait, c'était quoi?
Ce n'étaient pas des humains, c'était des animaux et c'était des cobayes. Et si on essayait, on essayait un médicament, on essayait un vaccin et que ça tournait mal et qu'ils mouraient, où était le problème? Ce rapport de domination a créé cette hiérarchisation, ces complexes d'infériorité pour le noir, le nègre, de sorte que durant la colonisation, les rapports n'avaient pas changé. Le nègre se sentait toujours coincé sous les bottes de son maître blanc. Cette fois-ci, ce n'était plus l'esclavagiste, ce n'était plus le négrier, mais c'était le colonisateur. Les rapports n'ont pas changé. Finalement, on a connu les indépendances. L'Afrique était libérée. Très bien, il fallait maintenant jouir de notre liberté. Parce qu'on a été pendant 3 à 4 siècles, l'Afrique a été vidée, donc on n'a pas donné le temps à l'Africain de se concentrer. J'ouvre encore une parenthèse. On dit que l'Africain n'a rien produit. Le président Sarkozy avait dit que l'Africain n'est pas entré dans l'histoire. Il faut le savoir. Pendant l'Antiquité, tout le monde produisait. L'Africain aussi était inventif. Nous avons inventé tous les outils que nous utilisons ici, la pirogue, le mortier et la flèche, les armes à feu, les armes blanches, les statuettes. On était inventif, tout le monde. Les degrés de connaissance n'étaient pas assez élevés pour tout le monde. Nous tous, nous étions à l'étape rudimentaire. Les connaissances ont commencé à augmenter à partir du temps moderne. Pendant que les gens, les érudits européens, les asiatiques, les chinois, les arabes, tout le monde s'enfermait dans son laboratoire pour mener des recherches et découvrir quelque chose, les chinois ont découvert la boussole, la porcelaine, la soie, les arabes ont découvert quelques principes de médecine, l'algèbre et tout, les Européens ont découvert la machine à vapeur, ils ont fait, et pendant ce temps, on n'a pas donné du temps aux Africains de se concentrer. Pendant que les autres peuvent s'enfermer dans des laboratoires pour mener des recherches, l'Africain était capturé comme esclave. Et on ne peut pas réfléchir quand on est dans une condition d'infortune. Et c'est pendant 400 ans, pendant que les autres progressaient dans la recherche, l'Africain ne faisait que subir les persécutions. Et après cela, au lieu de libérer les Africains, on les a encore réduits dans une autre esclavage qui est la colonisation. La colonisation, c'était juste la prédation. L'esclavage, les négriers, quand ils venaient, ils prenaient l'ivoire, ils prenaient d'autres produits, le bois de benne, comme on appelait les Africains, on les amenait en Amérique, ils produisaient des richesses pour leurs maîtres. Et pendant la colonisation, c'est le même système de prédation qui a continué. Cette fois-ci, c'est le colon qui pillait les ressources. Parce que l'Afrique s'est révélée être le continent le plus riche en matière de ressources minières. Et les colons a pillé des ressources en Afrique pour aller construire chez eux. Ce qui fait que l'Europe était bien construite, mais l'Afrique devenait toujours archaïque parce qu'on a zappé que les Africains pouvaient aussi se développer à leur propre compte. Maintenant que l'indépendance est arrivée, ouvrons une parenthèse pour dire l'indépendance est arrivée. L'indépendance est arrivée, les Européens s'est retirés et donné le pouvoir aux Africains, de façon à ce que les Africains puissent s'organiser eux-mêmes, des Africains puissent diriger leur propre pays. On a cru cela. Moi, je n'étais pas encore né, mais nos parents, on nous raconte que c'était la liesse populaire. Souvenez-vous de la chanson Indépendance, Tcha-Tcha et tout ce qu'on a fait. Tout le monde disait que c'était la libération. Or, on s'était encore une fois trompé. Ismaël Lo, qui est le chanteur sénégalais, avait dit dans une chanson que ce que tu n'as pas défendu avec des armes, tu ne peux pas les garder avec des larmes. Si les Européens se sont séparés du joug hitlérien parce qu'ils ont combattu Hitler et ils l'ont vaincu. Voilà pourquoi Hitler n'avait plus la même main sur la France, sur la Belgique, sur les autres. Si les Américains se sont affranchis du joug anglais, c'est parce qu'ils ont combattu les Anglais et ils se sont libérés. Si les Français révolutionnaires ont renversé l'autorité royale, c'est parce qu'ils avaient combattu le roi. Ils ont clôturé, ils ont soldé l'ancien système et ils ont inauguré, ils ont présidé au passage de l'ancien au nouveau système. Mais chez nous, les choses ne se font pas pour nous. Mahatma Gandhi disait, ce que vous faites pour moi, sans moi, vous le faites contre moi. J'ai donné deux citations. D'abord, Ismaël Lo.
on n'a pas combattu avec les armes, donc on ne peut pas obtenir quelque chose avec des larmes, simplement en pleurant, non. La domination, c'est un rapport de force. Vous devez exercer un rapport de force pour essayer de ravir ce qui vous appartient. Et lorsque les autres font des choses pour toi et sans t'associer, ils le font sans toi, c'est qu'ils le font contre toi. C'est Gandhi qui l'avait dit. Que s'est-il passé? Est-ce que les Européens nous ont accordé l'indépendance de gaieté de cœur? Ce n'était pas ça. Les Européens nous ont accordé l'indépendance par contrainte. En fait, en 1945, comme depuis le début, je ne cesse de répéter que parfois la marche du monde obéit à un concours de circonstances. Ce sont parfois des dégâts collatéraux qui finissent par façonner l'image du monde. Et c'est comme ça. En 1945, la guerre mondiale prenait fin. L'Europe était complètement dévastée. Deux superpuissances se sont élevées au-dessus de la mêlée. Il y avait l'Amérique qui était le leader du bloc capitaliste et l'URSS qui était le leader du bloc communiste. Et il s'est avéré que ces deux superpuissances n'avaient pas de colonies en Afrique. L'hégémonie passait de l'Europe en Amérique qui était le numéro 1 et l'URSS qui faisait aussi le contrepoids. Vous voyez, la vie c'est une sorte de commerce d'affaires. On ne peut pas laisser à ce que l'Amérique qui a pris le contrôle du monde, qui est devenue superpuissance, ne puisse pas avoir accès aux minéraux qu'il y a en Afrique. Et il a poussé maintenant les Européens à libérer les États africains afin qu'on ouvre le jeu et que lui vienne mettre la main basse sur ses richesses. C'est une sorte de haut toit de là que je me mette. Et ils l'ont fait de façon subtile. Au lieu eux-mêmes de remplacer les Européens comme colonisateurs, les Américains ne vont pas comme ça. Ne vont pas à découvert. Les Américains vont toujours derrière, ils se cachent toujours derrière certaines politiques. Et quand les Européens ont libéré les colonies, maintenant les Africains ont acquis un semblant de liberté, mais les Américains qui sont au niveau des instances dirigeantes du monde, là où on élabore les politiques, ils pouvaient maintenant manipuler, ils pouvaient maintenant mettre la main, faire main basse sur leurs richesses à travers l'ONU, à travers toutes les organisations internationales que eux contrôlaient. C'est voilà pourquoi les Européens, contre leur gré, ont été obligés de quitter l'Afrique. Mais les Européens ne se sont pas laissés faire, ils se sont dit, bon, écoutez, les Américains sont les plus grands. D'ailleurs, pour vivre, nous sommes complètement dévastés. L'Europe était en ruine. Sans l'aide des Américains, on ne peut pas relever la tête parce que les Américains leur accordaient le plan Marshall qui finançait leurs projets. Donc, l'Europe était reconstruite grâce à l'aide des Américains. Et la main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit. Si les Européens refusaient d'obéir, d'obtempérer aux ordres des Américains et aux ordres des Russes, premièrement, ils pouvaient être attaqués par ces deux superpuissances. Et à l'époque, même aujourd'hui, aucun pays d'Europe ne peut rivaliser, ne peut résister à la puissance américaine. Même russe aussi, à l'époque de l'URSS, aucun pays d'Europe ne pouvait faire face à l'armée soviétique. Donc, sur le plan militaire, ils étaient en position de faiblesse. Mais sur le plan économique, ils étaient sous perfusion. Donc, l'Américain, lorsqu'il n'obtempérait pas, l'Américain allait carrément leur couper les vivres. Et ils ont libéré l'Afrique. Mais en libérant l'Afrique, ils ont développé un stratagème. Ils se sont dit, bon, écoutez, on ne veut plus de nous à la tête des pays, de nos colonies africaines. Nous allons former une élite. Nous allons former les nègres eux-mêmes. On va tirer une couche. On va les former et on va les installer au pouvoir. Dans ces cas, eux, ils vont gérer ce pays à notre profit. Voilà, nous sommes encore rentrés à l'époque. Les maîtres blancs qui nous colonisaient, qui nous infligeaient toutes sortes de meurtrissures, après avoir vu que il fallait libérer ces nègres-là, ils se sont dit non, 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 nous n'allons pas totalement libérer, nous allons fabriquer des nègres de service. Et ils ont pris nos propres frères et nos propres sœurs. Généralement, il n'y avait pas beaucoup de femmes en 1960. Mais par après, il y a aussi des femmes. Mais les femmes ont moins mal géré, hein, si je peux m'exprimer de la sorte. Ils ont pris nos propres frères, les Africains, qui sont nos compatriotes. Ils les ont formés non pour servir l'Afrique, mais pour nous piller,
pour nous asservir. Et voilà ce qui s'est passé. Vous vous rendez compte que les Africains qui ont été installés au pouvoir, regardez leurs photos, ils avaient quasiment le statut de fonctionnaire. Ils n'avaient absolument rien. Et je parie que beaucoup n'avaient même pas 10 000 dollars dans leur compte. Mais regardez 10 ans après, 20 ans après, ils sont devenus des grands milliardaires. Ils détenaient des actions dans de grandes compagnies en Europe. Ils étaient cotés en bourse. Ils brassaient des millions, voire des milliards. Et pendant ce temps, les Africains croupissaient de plus en plus dans la misère. À partir de ces tableaux, vous verrez que le système n'a pas changé. Ça n'a fait que changer de forme. Le maître, c'était toujours le blanc. Nos colonisateurs, nos anciens colonisateurs, qui donnaient des ordres, qui nous écrasaient parce que nos richesses devaient profiter à nous, mais ça profitait toujours à eux. Nous étions des pauvres nègres, des bons vieux nègres. Quelques personnes qui se sont opposées, comme Oumiobe, comme Mounier, comme Jean-Baptiste Boganda, comme il y en a plein, beaucoup de gens qui se sont opposés pour dire que non, l'Afrique doit revenir aux Africains. On les a complètement liquidés. C'est ça le traitement qu'on inflige aux nègres marrons. Et vous savez, Lumumba, c'est ce qu'on lui a fait. Et il y en a plein comme ça. Olympio, ils sont nombreux, ceux qui ont osé lever la tête. Même Sékou Touré au départ, il a osé tenir tête. Même Kwame Nkrumah, qui a osé tenir tête en disant que l'Afrique doit s'unir. Et nos maîtres, le colonisateur, trouvaient que non, c'était dangereux. Si on laissait aux Africains de s'unir, donc c'est que ça n'était fini pour les Européens, même pour les Américains. Et voilà. Tous ceux qui se sont levés, tous ceux qui ont levé la tête, tous ceux qui ont revendiqué le droit à l'Afrique de s'autodéterminer ont été liquidés, ont connu de fins tragiques. Et on a soutenu les dictatures en Afrique. Pourquoi on les a soutenus? Parce que c'était une garantie qu'ils allaient continuer à les alimenter. Et qu'est-ce qui est fait? Premièrement, ils pillaient l'argent du pays, ils allaient le placer dans leurs banques en Europe. Naïfs qu'ils étaient, ils croyaient que non, ils assuraient leur avenir, ils assuraient leur lendemain. Or, vous savez, j'ai encore dit, les nègres marrons connaissent des fins tragiques, mais souvent c'est leur cause qui triomphe même après des années. Les nègres de service jouissent, mangent le fruit de leur trahison, de leur traîtrise, mais leur cause finit au bout d'un moment et ils connaissent toujours des fins malheureuses. Qu'est-il arrivé à nos dictateurs qui ont pillé l'Afrique? Ils ont pillé l'Afrique. Vous allez voir que chaque président qui a dirigé un État africain, il a maintenu son État dans la pauvreté la plus totale, mais lui-même, il s'est arrogé des millions et des milliards qu'il a placés dans les banques en Europe. De sorte que vous, au pays, crevez comme vous voulez, faites tout ce que vous voulez, il en a cure, ce n'est pas son affaire, mais vous, le problème est que moi, j'assure mon lendemain. Si on me chasse du pouvoir, j'irai récupérer. Or, les maîtres avaient un plan. Le nègre de service, c'est toujours comme un Kleenex. On le jette dès qu'on l'a utilisé, dès qu'on n'a plus besoin de lui. Pas la peine de citer le sort de plusieurs dirigeants, mais vous le connaissez, tous les dictateurs, comment est-ce qu'on les a chassés du pouvoir et comment est-ce qu'ils ont connu de fins malheureuses. Ils ont fini dans des conditions un peu malheureuses. Pourquoi? Parce que le maître est blanc. Rappelez-vous que dans la première partie, j'avais dit que le nègre de service n'est pas l'ami du maître blanc. Il n'aura pas le statut du maître blanc. Il ne sera pas maître blanc. Il reste là comme nègre. Simplement, on lui donne quelques privilèges et des privilèges qu'on peut bien lui retirer. Lorsque le maître avait trouvé que le tyran avait beaucoup dépouillé l'Afrique et il nous a suffisamment enrichis, il croyait que c'était son argent. Maintenant, on veut se débarrasser de lui. Les mêmes personnes qui l'ont élevé, les mêmes personnes qui l'ont rendu tout puissant, ils vont commencer par le combattre, ils vont le diaboliser, ils vont susciter une opposition. Et cette opposition-là, ce sont aussi ces nègres services sociaux. Aucune révolution ne s'est faite à partir de l'Afrique. Lorsque les Africains se décident eux-mêmes de renverser leur pouvoir dictatorial, c'est en ce moment que l'Afrique va décoller. Mais lorsque c'est toujours le maître blanc
qui planifient, ils mettent des gens au pouvoir, ils le rendent tout puissant. Et lorsqu'ils veulent s'en débarrasser, ils le fragilisent, ils organisent une opposition, eux-mêmes ils manipulent, ils tirent sur les ficelles et ils vous amènent pour aller chasser. C'est que vous travaillez tous à son compte. Parfois on peut agir, on peut croire qu'on est nègre marron, mais si on regarde très bien, voilà le retombé. On a fait le printemps arabe, on a fait des révolutions, on a chassé tel du pouvoir. Mais qu'est-ce qui a changé dans notre situation? Rien. De cela veut dire qu'on n'a pas travaillé à notre compte, on a été utilisés comme des nègres de service, mais nous on croyait être des nègres marrons. Et c'est toujours le maître qui gagne. Je ferme cette parenthèse pour dire que le jour où l'Africain organisera une révolution qui part de l'Afrique et qui roule pour les intérêts de l'Afrique, c'est en ce moment-là que nous allons sortir de ce bourbier. Maintenant, que se passe-t-il? Sur le plan mondial, nous l'avons vu. Et nous avons vu que ça continue toujours. Mais sur le plan national, entrons maintenant, sur le plan international, sur le plan mondial, on trouve que le maître sont le maître blanc, nos colonisateurs, ceux qui élaborent des grandes politiques qui viennent nous piller, le système de prédation, ceux qui entretiennent ce système, et que nous sommes les beaux vieux nègres. Ceux qui s'opposent sont des nègres marrons, comme je l'ai dit, et nos dirigeants sont des nègres des services qui leur permettent de faire main basse de nos ressources. Mais à ce niveau, nos dirigeants sont des nègres de service. Mais quand nous entrons maintenant dans le système sur le plan national, nos dirigeants jouent cette fois-ci le rôle de maître. Ils règnent en dictateur. Ils font tout ce qu'il faut pour maintenir leur pouvoir. Ils écrasent le peuple. Ils écrasent tout. De sorte à ce qu'ils règnent par la terreur. Nous, à Kinshasa, nous, dans notre pays, on a connu un système policier, un état totalitaire depuis des années et des années. Le chef, c'était le tout-puissant. Parfois, on l'appelait, voyez un peu dans la langue, les éléments du langage, vous allez voir si un peu prédominé. Chez nous, en Lingala, on appelle le chef Tata Mokonzi. Et nous, la population, on se considère comme des enfants. Voilà ce rapport à la verticale. Avant, c'était le blanc qui était au-dessus et nous étions en dessous. Et on a tiré simplement une couche de nègres de service qu'on a placé au-dessus de nous et nous commençons à le déifier. On l'appelle Tata Mokonzi. Chez nous, c'est ça, Tata. Sa femme, c'est notre maman. On ne l'appelle pas parce que nous, au Congo, le lingala est une langue un peu polie et on appelle toutes les femmes des mamans. Parfois, les hommes sont appelés des papas. Ce n'est pas un élément du langage, c'est une philosophie. Le peuple prend le chef pour le père. Donc cela veut dire que nous sommes comme des enfants. S'il dépend de son bon vouloir, s'il veut nous nourrir, il nous nourrit. S'il veut nous écraser, il nous écrase. Et généralement, nos maîtres, nos dirigeants ne servent pas de leur prérogative de nourrir la population, mais d'écraser. Voilà pourquoi il y a un système de flicage. Il fut un temps où on contrôlait le téléphone. On vous trouve avec une image, avec quelque chose qui n'est même pas subversif. Mais une information, je ne sais pas moi, on vous arrêtait, on vous jetait dans des cachots d'exception. Il y avait tout. Parfois, lorsque le peuple revendiquait un peu de droit, on coupait l'Internet. Vous organisez une marche, ils envoient tirer d'eau, ils écrasent. Mais malgré cela, il y a toujours eu de velléité. Les nègres, vous savez, le fer aiguise le fer. À force qu'on écrase la population, ça endurcit, ça radicalise d'autres personnes. Vous allez voir que sous la Deuxième République, le président Mobutu, au départ, c'était un nègre marron. Lorsque vous lisez son discours de 73 à l'ONU, il avait suscité beaucoup d'espoir et il était adulé par les Américains noirs, tout le monde. On savait que oui, voilà un homme. Il a dit aux maîtres blancs ce qu'il devait savoir. Il a rappelé ce que Lumumba avait fait devant le roi belge. Il a rappelé que l'Africain avait besoin de ces gens. Mais quand on l'a transformé, on en a fait un maître. Il est devenu un tyran sanguinaire, quelqu'un qui tuait, quelqu'un qui écrasait la population. Qu'est-il arrivé à tout ce groupe de 13 parlementaires qui l'ont défié? Voilà, c'est une grande leçon. À l'époque, personne ne pouvait penser que Mobutu allait être écarté du pouvoir. Mobutu se disait même C.C. Seko. Il avait pris le nom de C.C. Seko pour dire qu'il serait là indéfiniment. Il avait une présidence à vie. Et que nous-mêmes, la population, les bons vieux nègres, pour l'adoration du chef,
on lui chantait qu'on lui donnait 100 ans. Donc, déjà, le fait qu'ils se sont opposés, les gens ont dit, mais vous n'êtes pas sage, on vous a ensorcelé. On croyait que c'était fini, mais ils ont tenu bon. On les a relégués au village, on leur a fait tout, mais ils ont tenu bon. Pourquoi ils ont tenu bon? Simplement parce que, comme le disait David Thoreau, tout homme isolé, fort de son bon sens, fait à lui seul la majorité. La vérité reste la vérité. Vous pouvez être seul. Souvent, les nègres marrons, lorsqu'ils mènent leur combat, ils sont seuls à croire à ces combats. Et ils ont tout le monde à côté qui sont contre, qui le combattent, qui le ridiculisent, qui se moquent de lui. Mais finalement, lorsqu'il gagne, on trouve que non, c'est lui qui avait raison. Un nègre marron qui persiste, qui persévère, il finit toujours par gagner et par renverser. Voilà ce qui s'est passé. Donc, à partir de cette domination, le maître, nos présidents, ils nous ont écrasés. Maintenant, lorsque le peuple veut se réveiller, le président africain, les dirigeants africains, ils suscitent dans la couche de la population, ils tirent un petit groupe de gens qu'ils élèvent comme étant des nègres de service. Ils en feront des députés, ils en feront ce que nous appelons ici à Kinshasa des grands prêtres, ils vont leur donner des privilèges et ce sont eux maintenant qui amèneront un autre discours pour contrecarrer les velléités de réformes que prônent les nègres marrons. Ils vont dire, écoutez, n'écoutez pas ces gens-là. Ils sont en train de vous distraire. Soumettez-vous, couchez-vous comme le maître. Voyez ce que le chef a fait de moi. Si vous aussi, vous vous soumettez, vous couchez, il va faire de vous ce qu'il m'a donné. Et puis, vous allez voir que votre vie va s'améliorer. Donc, n'écoutez pas, soumettez-vous. Ce sont des gens qui amènent un discours contraire. À l'époque où l'UDPS essayait de s'opposer à la politique du maréchal pour faire intervenir la dictature, pour faire passer la dictature, pour amener la démocratie. Et le groupe Kake, moi je me souviens, on disait, Tata Mobutu atindi yo, na Europe, na Asie, na Amérique, ozongi na Kinshasa, ofungoli monoko, okomi koloba je, oh moi je suis, na ba je, na yo, okokufa pamba lokola zoba, oyoki. S'il faut traduire en français, je dirais, Papa Mobutu t'a envoyé en Europe, en Asie, en Amérique, tu reviens à Kinshasa, tu commences à dire moi je suis, écoute, avec tes tu mourras comme un idiot. T'as entendu? C'était juste des pics qu'on lançait à ceux qui voulaient empêcher de tourner en rond. Et à cette époque, personne ne croyait que les nègres marrons de l'UDPS allaient réussir dans leur combat. Mais aujourd'hui, qu'en est-il? La démocratie que Mobutu avait dit qu'il n'y aura pas deux partis, on a eu. Et tout est passé. Maintenant, revenons à notre mouton, revenons à nos moutons, excusez-moi. Nous parlons du complexe infériorité. Nous avons vu le traitement que le nègre a subi de la part du maître, de la part du colonisateur, a fait qu'il soit considéré comme un esclave, qu'il soit inférieur. Et ce traitement a continué avec nos propres frères qui ont été nos dirigeants. On a établi un rapport à la verticale de façon à ce que nous, on commençait à regarder d'en bas, on regardait comme si nos dirigeants étaient sur le nuage. Ils étaient tout puissants, ils pouvaient nous écraser, ils pouvaient nous manipuler, ils pouvaient faire de nous, ils commençaient à s'arroger le droit de vie et de mort. Pendant ce temps, le monde, c'est un rendez-vous de donner et du recevoir. Les autres évoluent, mais nous n'évoluons pas. Nous restons comme tels. Et vous ne pouvez avoir de liberté que si vous avez un pouvoir d'achat. Or, la politique, toutes les politiques que le nègre et les services que sont nos dirigeants ont essayé de pratiquer, d'appliquer en Afrique, c'était une politique de prédation. Ils pillaient tout, ils créaient tout, ils allaient renflouer les caisses de banque en Europe, et quand on les chassait du pouvoir, on leur restituait même pas cet argent, ce qui est un peu triste. Vous allez voir que nos dirigeants, lorsqu'ils étaient aux affaires, on disait qu'ils étaient millionnaires, ils étaient milliardaires, et on pensait que si on les chassait du pouvoir, ils allaient vivre tranquillement avec leur argent. Mais dès qu'on les chassait du pouvoir, le maître leur tournait la face, comme on dit à Kinshasa. Il le balançait, il les récupérait tout. Et vous allez comprendre que tout l'argent qui a été pillé en Afrique et qu'on a placé dans les banques en Europe n'est jamais revenu en Afrique. Donc, c'est un système. Ce sont le maître qui nous pillait par l'entremise
de nos dirigeants qui croyaient remplir les caisses à leur compte. Et lorsque on veut vous dégager, on garde. C'est ça le grand problème. S'ils viennent nous donner des aides, vous allez voir des petites aides, Banque mondiale, FMI, machin, machin. Mais ce qu'on nous a payé, ce sont des centaines de milliards. Et ce qu'on nous donne, parfois, ce sont des millions, quelques miettes. C'est ça que les jeux sont faits. Maintenant, pendant qu'ils pillaient, ils n'ont pas créé des emplois. Maintenant, nous arrivons à expliquer comment l'Africain, non seulement est resté inférieur par rapport aux maîtres blancs, est resté inférieur par rapport à ses propres concitoyens qui sont ses dirigeants, mais comment l'Africain est aussi resté inférieur aux Libanais et aux Chinois. Les Européens n'investissent plus en Afrique. Il n'y en a pas beaucoup qui investissent. Ils sont des capitalistes, ils viennent puiser les richesses et puis ils vont s'enrichir chez eux. Nos dirigeants ne créent pas d'emploi. La politique d'emploi est vraiment malheureuse. C'est malheureux. Lorsque vous allez voir que en Afrique, le taux d'emploi, le taux de chômage, c'est peut-être à 80%, 85%. Ça laisse le temps qui investissent au pays, ce sont les Libanais, les Indiens, les Pakistanais, les Chinois, parfois les Turcs. Et lorsqu'ils viennent, la première des choses à faire, ils nouent des alliances avec nos dirigeants qui sont corrompus jusqu'à la moelle des os. Ce sont nos dirigeants même qui leur proposent des marchés. Corrompez-moi, ne s'occupez pas de ces gens. Ce qui fait que la personne qui vous nourrit, il ne vous propose pas des contrats. Il sait très bien que vous ne méritez pas d'avoir des contrats. Il vous donne simplement un contrat journalier et la façon dont il traite les travailleurs noirs, les Congolais, les Angolais, ils le prennent pour des dieux parce qu'ils savent très bien que si vous essayez de faire la tête dure, ils vous chassent, vous ne mangerez plus. Et parfois, lorsque vous entrez dans les usines, vous travaillez comme sous l'esclavage. Ils se comportent comme des esclaves, ils nous écrasent, ils nous insultent, ils sont même capables de frapper leurs travailleurs. Ils sont capables d'abord, ils n'engagent pas. Ici au Congo, ils n'engagent pas. Ce sont des journaliers à vie et ils leur payent de maudites sommes. Parfois, il y a des gens qui touchent 30 dollars la semaine. Il y a des gens, lorsque vous touchez 60 dollars, ça n'existe pas. C'est souvent 30 dollars la semaine, 5 dollars le mois et 30 dollars la semaine. Et lorsque vous faites le calcul par mois, vous avez 120 dollars. Ici, à Kinshasa, on trouve que oui, on peut vivre avec 120 dollars. Mais le même travail qui est payé 1200 € en Europe, le cantonnier, l'ouvrier d'usine et tout, c'est 1200 € avec des avantages sociaux. Mais ici, on ne nous le donne pas. Ils ont même établi, même ceux qui sont venus, ils ont établi les rapports de force de façon à ce que les Africains puissent comprendre que eux ils sont supérieurs, ce sont eux des dieux qui nous nourrissent et nous n'avons qu'à nous coucher devant eux. Ce qui fait que par conséquent, l'Africain est resté au bas de l'échelle, couché devant n'importe qui lui amène du boulot, couché devant n'importe qui entre en contact avec lui. Simplement parce que les Africains n'ont pas les moyens pour investir. Les Africains, quand ils sont ici chez nous, ils sont employés par les Indiens, les Chinois, les Libanais. Et vous savez, la main qui donne, c'est toujours la main qui domine. Et nous nous sentons faibles, nous nous sentons complexés devant eux. Nous sommes écrasés par nos dirigeants. Nous nous sentons complexés parce que eux, ils ont créé une classe de politiciens. Ils s'arrogent, c'est eux qui se donnent tous les privilèges. Ils bouffent, ils vivent. Nous les regardons de loin, avec l'eau à la bouche. Nous n'avons pas accès à leur paradis. Et le petit paradis, ce sont les expatriés qui viennent nous donner des miettes qui nous font vivre. Nous ne pouvons pas tenir tête aux miettes, donc nous nous sentons inférieurs, sinon ils vont nous dégager. On ne va plus vivre. Et de la même façon, l'occidental qui nous a persécutés pendant des années, et nous continuons. Lorsque nous sommes ici en Afrique, ce sont les autres qui viennent investir, qui viennent nous prendre au service. Lorsque nous voyageons, nous allons en Chine, nous allons en Inde, nous allons même en Europe, nous travaillons chez eux. C'est eux qui nous emploient. Et ce sont nos employeurs chez nous, ce sont nos employeurs chez eux. Et le rapport de force, c'est toujours le rapport de la main tendue. Notre main est toujours en bas et leur main est toujours en dessus. Lorsque nous n'avons pas l'opportunité, je n'ai jamais vu des Africains qui engagent, qui emploient des Chinois en Chine.
Il peut en avoir, il ne manque pas d'exceptions, mais ce ne sont pas les légions. Lorsque vous voyez les Africains qui sont employés ici en Afrique par les Chinois, les Africains qui sont employés ici en Afrique par les Indiens, par les Libanais, ils sont très nombreux. Quelques rares Africains qui ont des business, ça peut être un magasin, il emploie qu'un Chinois. Mais ce n'est pas comme des Chinois qui viennent monter une usine pour employer 500 personnes ici. Ce n'est pas la même chose. C'est que nous n'avons pas encore soulevé la tête. Nous sommes toujours en dessous de la mêlée. Ce qui fait que n'importe qui arrive, nous avons tellement été paupérisés, nous avons tellement été écrasés, nous avons tellement été nivelés par le bas, ce qui fait que toute personne extérieure, surtout quand la peau est claire, nous le voyons, ça nous rappelle le maître blanc, ça nous rappelle le capitaliste, ça nous rappelle l'employeur. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas la bouche de lui dire des choses. On ne peut que se soumettre, un peu que se coucher. Voilà pourquoi les Africains ont gardé cette faiblesse maladive. Sur ce, j'aimerais finir par des conseils. Dans ce grand rendez-vous du donner et du recevoir dont a fait mention Aimé Césaire, il y a nécessité que l'Africain qui a été mis hors jeu durant les siècles d'esclavage, de colonisation, de néocolonialisme, de dictature et de paupérisation à outrance, relève la tête afin de briser le joug, faire valoir ses droits et les imposer. Il est vraiment important. Tant que l'Africain n'aura pas un pouvoir d'achat, tant que l'Africain dépendra des autres pour vivre, tant que l'Africain effacera, remplacera ses connaissances par les connaissances que lui apporte l'autre. Parce que si aujourd'hui nous ouvrons un livre d'histoire, ce sont les Européens, les colonisateurs sont venus nous apprendre notre propre histoire. Alors que lorsque ce royaume existait, les Européens n'étaient pas ici, c'était nos ancêtres. Même la tradition orale, de la bouche à l'oreille, qu'on devait nous passer, ça ne pèse pas. De ce que nos ancêtres nous ont transmis par la bouche, de bouche à l'oreille, c'est balayé par les écrits des Blancs. Donc, nous faisons beaucoup plus confiance. Et quand ils viennent, généralement, ils transforment les noms. Ils écrivent mal les noms. Parfois, ils pervertissent certaines vérités. Tant que l'Africain restera dépendant des autres, tant que l'Africain restera courbé face aux autres, nous n'allons pas nous relever. Nous serons toujours à la marge. Ce qui fait que depuis plusieurs siècles, dans ce grand rendez-vous du donner et du recevoir, l'Africain ne vient que demander. L'Africain n'apporte pas parce qu'il est encore dans la position du demandeur. Il est encore dans la position rabaissée. Il est important que l'Africain puisse soulever la tête, puisse revendiquer ses droits, puisse dire que moi aussi je compte, je suis un être humain. Il faut que l'Africain puisse travailler son cerveau. Sur ce, les nègres marrons doivent faire un bon travail. Ils doivent montrer, faire comprendre à nos dirigeants que c'est fini le temps où on exploitait les Africains. Désormais, si vous êtes là, vous travaillez pour le compte de nos pays. Et si vous faites de jeu, vous faites de la blague, on vous dégage vite fait, on met quelqu'un d'autre qui va nous servir. Parce que l'Afrique est tellement en retard que ça ne peut pas continuer. Dans cette allure, aujourd'hui, le monde est en crise. Quand le monde est en crise, chacun s'occupe d'abord de son propre ventre. Ce n'est que le surplus qu'il va vous donner. Mais maintenant, quand la nourriture n'est plus suffisante, donc cela veut dire qu'on ne nous donnera plus rien. Qu'est-ce que nous aurons? Comment est-ce qu'on va vivre? Le coronavirus est arrivé, les médicaments, les vaccins, ce sont les autres qui nous amènent. Mais qu'est-ce que nous, on apporte? On n'apporte rien. Les Chinois ont quand même acheté des titres de bourse des États-Unis, ont payé la dette, les Chinois ont fourni avec de l'argent, ils ont injecté leurs capitaux pour sauver le monde de la crise. Voilà ce que eux ils ont fait. Les Arabes, aujourd'hui, les clubs en Europe, Barcelone, Paris Saint-Germain, tout, ce sont eux, ce sont les Qataris. Les Arabes aujourd'hui tiennent l'économie même en Europe. Les Indiens, n'en parlons même pas, ils sont partout. Mais nous, on est où? Ce sont des travailleurs. Un travailleur, c'est juste un esclave qui a acquis le statut d'un salarié. Et les conditions dans lesquelles on travaille, c'est l'esclavage. Et on ne peut pas se développer dans ces contextes. Voilà pourquoi il est important que l'Africain puisse prendre conscience et que finir vraiment, on ne peut plus vivre ça. L'écrasement de la population, on ne peut plus vivre. Ce sous-développement, cette vie de misère, on ne peut plus vivre.
il est important qu'on puisse changer de fusil d'épaule et qu'on puisse revendiquer réellement nos droits. Merci beaucoup et je pense que ceci pourra apporter un petit réconfort. Si cela vous a plu, likez, commentez. Vous pouvez m'écrire une box à travers ma page Facebook Parolembre LP Oratores. Merci beaucoup.